Jeudi 17 janvier 2019, nous sommes donc au 17e jour de la nouvelle année, toujours dans la dynamique de la redynamisation de cette émission Café Débat, vous le savez, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actu au quotidien, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent bien la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, on décide de donner la parole à Honorable Aïssata Daffé. Elle est membre du bureau politique et j'allais dire du bureau exécutif national de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Avec elle, on va parler bien entendu de plusieurs sujets. Prorogation du mandat des députés, puisqu'elle est députée. Est-ce que les députés de l'UFR siégeront, observeront cette décision du président de la République, ou est-ce que tout simplement ils décideront de partir comme certains le demandent? Adoption du code civil, débat autour de la polygamie. En tant que député et femme, nous parlera de la position des femmes députées à l'Assemblée, si c'était une position communément partagée ou est-ce que même les avis des femmes étaient divers là-dessus. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure et puis on parlera de cette réunion des partis non alignés, si on peut l'appeler ainsi. Notamment cette semaine, les partis comme le PEDN, comme l'UFR, des leaders d'opinion comme Baouri et Ousmane Kaba qui se sont retrouvés. Pour quel but et quelle est la position de l'UFR dans ces retrouvailles? Elle nous dira aussi un peu plus. Honorable, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est avec plaisir que je viens toujours à Gangan, dans Café Débat, pour échanger avec vous, parce que c'est une émission qui a pris de l'ampleur aujourd'hui, une grande envergure. Partout où on se trouve aujourd'hui, que ce soit en Guinée, hors du pays, on peut suivre Café Débat. Vraiment, je vous félicite et tous mes encouragements pour l'année en cours. Merci beaucoup, honorable, et surtout merci de la disponibilité depuis un bon bout de temps pour cette émission. Oui, vous l'avez dit, nous sommes en janvier 2019, donc nouvelle année. On vous souhaite déjà une bonne année et nos meilleurs voeux à vous. Et ce que vous avez retenu brièvement de l'année 2018, que ce soit dans vos activités parlementaires, mais aussi dans la vie du pays globalement. Oui. Ben, merci pour cette question. D'abord, pour ce qui est de mon propre travail, l'Assemblée, que ce soit ici ou bien au Parlement de la CEDEAO, nous avons eu à parler de beaucoup de sujets. Au niveau de la CEDEAO, on a eu à étudier beaucoup de textes communautaires. Et au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup de lois ont passé. Et des lois qui ont surtout attiré mon attention et qui a suscité beaucoup de débats, c'est sur le code électoral. Vous-même, vous avez suivi tout ce qui s'est passé et aujourd'hui que nous ressentons sur le terrain. Et parce que depuis ces élections communales, ça fait maintenant, nous sommes à quelques jours du mois de février. Absolument. Ça fera un an. Et ça n'a même pas commencé, on n'a pas fini encore avec les mairies. Les quartiers restent. Donc ça, c'est une autre étape qui va commencer aussi. Et ensuite, le dernier cas, c'est le cas dont on va parler du Code civil, qui depuis combien d'années a fait beaucoup de bruit, et depuis qu'on a voté, c'est passé à l'Assemblée. Et ce que j'ai regretté surtout, qu'on n'ait pas pu faire passer cette fois-ci la loi sur la parité. Et ce travail continue. Lorsqu'on rentrera dans le débat sur le Code civil, je vais vous dire les menaces même qu'on a eues. Bien, nous en parlerons tout à l'heure. Voilà. Et donc, justement, en parlant d'Assemblée, de Parlement, je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que votre mandat de député est arrivé à terme le 13 janvier passé. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Entre-temps, les gens se demandaient, alors qu'est-ce qui va se passer? On a vu même d'autres leaders politiques dire à partir du 14 matin que les citoyens aillent se mobiliser devant le Parlement pour vous empêcher d'y entrer parce que vous ne seriez plus légitime. Et finalement, le président de la République prend un décret pour proroger votre mandat indéfiniment en s'adossant sur le constat fait par la Cour constitutionnelle et l'avis favorable que celle-là a donné. Alors, la question, c'est comment vous expliquez le fait déjà qu'on est arrivé à terme de votre mandat, que les élections n'ont pas pu avoir lieu? Ces responsabilités, vous les imputez à qui? Et vous savez, depuis le 13 janvier, on était élu pour 5 ans.
Donc à partir du 13 janvier, notre mandat est terminé. Ce n'est même pas à discuter. Depuis qu'on a connu, toutes les élections ici n'ont jamais été organisées à date. Le respect du calendrier, électoral. Quand je prends les élections communales, qui devaient se faire en 2010, c'est en 2018 qu'on a eu à faire. Les élections législatives, normalement, il a fallu beaucoup de mouvements sociaux, politiques, pour qu'on puisse les organiser en 2013. Et depuis qu'on a organisé ces élections communales, jusqu'à présent, tous les exécutifs ne sont pas encore mis en place. Donc, et pour ce qui est des députés, ce n'est pas une première en Guinée. Que le mandat arrive à terme, sans qu'on organise l'élection. Les élections. C'était l'Assemblée dirigée par Feu Honorable Somparé. Ils sont allés jusqu'à 2 ans et demi. Nous avons les mairies qui ont fait de 2005 jusqu'à nos jours. Ça fait à peu près combien d'années? Pourquoi c'était après les mairies? On a mis depuis 2005. La dernière élection était à 2005. Donc l'autre devait se faire en 2010. Donc c'est en 2018 seulement qu'on les a renouvelés. Et donc vous voulez dire que la Guinée est un pays habitué au dépassement de mandats, aux expirations des mandats. Mais je vais vous dire sincèrement, au niveau de l'Assemblée, le budget est venu. Dans ce budget, on n'a pas vu une ligne prévue pour l'organisation des élections. C'est de là-bas même où la chose est partie. Parce que c'est l'exécutif qui envoie le budget. Et on avait même demandé à ceux qu'on associe désormais, lorsque les budgets sont prêts, d'associer pour aller en discuter avec les députés. Pour voir là où donner la priorité. Donc, ceci n'a pas été fait. On est là maintenant face à une situation où il faut décider. Et si on n'a pas pu respecter le délai, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu trop de problèmes politiques, de crise politique? Parce qu'il fallait au moins qu'on finisse rapidement avec la phase des communales, l'installation des élus locaux, et puis installer maintenant la nouvelle CENI qui allait décliner un calendrier. Ça n'a pas été fait dans le temps. La CENI vient juste d'être installée. Et donc, vous pensez que c'est dû à... Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est depuis que l'opposition a commencé, ou une certaine partie de l'opposition a commencé à contester les chiffres ou certains résultats des communales qui nous a amenés à cette situation de dépassement de mandat? Il y a ce problème-là où certains partis politiques ont eu à faire des contestations. Ensuite, il y a eu des règlements entre eux par des accords, sur la base des accords qu'ils ont eu pour trouver une solution. Nous-mêmes, on a eu à faire des accords. Donc, mais le problème est que, je ne sais pas, c'est quelque chose qui circule dans nos veines ici, où pourquoi les élections ne sont jamais organisées à date. Ça, c'est un problème que tous les Guinéens doivent se poser. C'est un problème que tous les Guinéens... Ça ne concerne pas seulement les politiques, parce que ça concerne tous les citoyens guinéens. Parce que ce sont eux qui vont pour voter. Ce sont eux qui vont choisir leurs élus, leurs représentants. Donc, s'il y a un problème qui se pose, chacun de nous est intéressé. Mais la responsabilité majeure, incombe à l'exécutif, parce que ce sont eux qui doivent financer, ce sont eux qui doivent trouver les financements auprès des institutions, au niveau du budget national. Ce sont eux qui doivent décider pour engager ce budget-là pour l'organisation de telles élections. Du moment où ils n'ont pas prévu la ligne allouée à l'organisation des élections, dans le budget 2019, c'était le signe pour vous qui n'avez pas la volonté politique de tenir les délais. Effectivement. Alors, aujourd'hui, votre mandat donc est arrivé à terme, je l'ai dit. Le président a prorogé votre mandat. Le débat aujourd'hui, c'est qui sont les députés qui vont accepter de rester et qui sont ceux qui vont partir parce qu'ils estiment que rester illégal et illégitime parce que leur mandat est fini. Les députés de l'UFR que vous êtes, est-ce que vous allez rester à l'Assemblée jusqu'à l'organisation des élections ou est-ce que vous allez créer le vide? Parce que si je ne me trompe, Ousmane Kaba, député,
semble avoir déjà donné son avis, le ton, et je pense qu'il a décidé de partir. Est-ce que vous, les députés de l'UFR, vous allez partir ou rester? Bon, je le disais tout de suite là que c'est un problème de choix. Soit les députés se décident, on ne siège pas, et il y a un vide institutionnel qui est là, on laisse le chef de l'État légiférer, soit par ordonnance, et les conséquences, nous en tirerons chacun. Donc moi je crois au niveau de chaque parti politique ou au niveau de chaque groupe parlementaire et les partis politiques siégeant à l'Assemblée doivent décider. Au moment où moi je vous parlais, ce matin, au niveau de mon groupe parlementaire, il y avait une réunion qui doit se tenir. Donc je ne peux pas vous donner la quintessence ou bien le contenu parce que je n'ai pas participé. Mais je crois... Comment ça se fait quand même que les groupes parlementaires sont en train d'hésiter là-dessus? Non, ce n'est pas une question d'hésitation. L'UFDG est en train de dire on va réfléchir, l'UFR ne se prononce pas, je ne sais pas, il y a encore... Le RPG, je sais qu'il n'y a rien à dire, le groupe du RPG Arc-en-Ciel, groupe parlementaire du parti au pouvoir, vont rester. Maintenant, non, c'est pas une question, c'est pas une question de... Parce que ça fait quelques jours quand même que le président... C'est pas une question d'hésitation, c'est pas une question d'hésitation. Nous sommes dans un groupe parlementaire où vous avez 4 partis politiques. Donc on essaie de nous consulter, d'avoir une position commune. C'est pourquoi on a cherché à avoir ces concertations qui n'est pas en soi mauvaise aussi. Hein? Donc quand on parle d'une même voix, c'est ce qui serait salutaire. Vous comprenez? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances, ou je veux dire, est-ce qu'il y a une tendance dans le groupe parlementaire, les Républicains, donc auquel appartient l'UFR, tendance de partir ou de rester? C'est-à-dire qu'il y a une majorité qui veut que vous restiez, ou il y a une majorité qui veut... Bon, vous savez, pendant tout ce temps-là, moi, je n'étais pas là. Et je n'ai pas discuté personnellement avec des députés de notre groupe. J'aurais souhaité aujourd'hui être de la partie pour avancer aussi mes idées. Mais je pense que ceux qui sont là-bas sont en mesure de comprendre la portée de la chose que nous avons en face. Donc en réalité, aujourd'hui, on saura si l'UFR, les députés de l'UFR et ses alliés resteront aussi... Je ne peux pas vous dire la conclusion qui s'est tenue. Je ne peux pas vous le confirmer maintenant. J'attends après ici, je vais directement là-bas pour avoir un peu les renseignements de la discussion qui s'est passée. Alors, quel est votre avis personnel? Sinon, la décision personnelle, si il vous est donné de décider, personnellement, qu'est-ce que vous déciderez? Bon, en fait, de rester, vous savez, veiller sur certaines choses, ou sinon partir parce que votre mandat est fini? Non, mon mandat est fini. Ça, je sais ça, depuis le 13. Je suis dans un groupe. C'est une discipline que je respecte dans le groupe. Dans le groupe. Ça n'exclut pas que vous... Attendez, même si je veux, mais si mon groupe, je suis dans un groupe qui a une autre position, je m'en tiens en groupe parce que j'en ai vécu. Donc, si mon groupe décide, non, on ne fait pas ça, je m'abstiens. Parce que si mon groupe dit on le fait, je m'en vais avec eux. Alors, donc pour l'instant, on reste dans le... Dans le doute, dans le flou. Dans le flou, ouais. C'est ça, dans le flou. Ouais. Et non seulement vis-à-vis des députés de l'UFR, mais aussi des députés de l'UFDG. Chacun a sa conviction personnelle. Oui, pour l'instant, aucun de ces bords-là ne s'est prononcé. Ni les gens de l'UFDG, ni les gens de l'UFR. Mais je crois que les jours qui suivront, vous allez nous écouter. Et c'est vrai que l'opinion a besoin de savoir vite, parce que le président, lui, n'a pas tardé. Il a pris rapidement sa décision de proroger votre mandat. Oui, mais le président, il n'a pas voulu parce qu'il ne veut pas légiférer à la place des députés. Évidemment. Ah, c'est son souhait. C'est ce qu'il a fait prendre ce décret. Bien. Et demander conseil à la Cour constitutionnelle. En même temps, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que oui, le président y a trouvé une opportunité, même s'il sait qu'il aurait pu légiférer par ordonnance, ce qui peut aussi l'arranger, mais il a quand même décidé de proroger votre mandat, vous les députés. En attendant, en espérant que si jamais, puisque vous l'avez dit, les Guinéens ont dans leur sang maintenant le non-respect des calendriers électoraux. S'il arrivait que, par nécessité de glissement du calendrier électoral, on n'arrive pas à tenir le délai
de 2020 pour la présidentielle, le président prendrait comme exemple, comme excuse, votre cas, le cas des députés pour dire... Vous savez, chacun a le droit, ça lui permettra aussi de... Chacun a le droit d'interpréter la chose comme il l'entend. On ne peut pas les en empêcher. Mais ce sont deux institutions. Vous avez l'exécutif. Différentes. Voilà. Vous avez l'exécutif, vous avez le législatif. Donc, on ne peut pas dire que si on prolongeait le truc automatiquement, ça va donner naissance à la prolongation du mandat présidentiel. Oui. Ce que nous avons... Non. Attends, non. Oui. Depuis que nous sommes en Guinée. Attends, depuis que nous sommes en Guinée, on a eu des prolongations. Je vous en ai cité. Mais est-ce que vous avez entendu une fois que le mandat du président a été prolongé en Guinée? Bon. Non. Elle est simple, oui ou non? Le cas, je ne sais pas si Conté en a fait. Non, il a fait modifier la constitution. Voilà. Le nombre d'années. Alors, c'est ce que je veux dire. Si on n'a pas pu tenir les élections législatives pour que ceux qui devaient vous remplacer viennent à date, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, des protestations des résultats des communales. On n'a même pas fini de faire ça encore. Et on vous dit, on va aller encore aux législatives. Il faut finir d'installer même les chefs de quartier, tout aller maintenant aux législatives. On va finir ça. C'est sûr qu'il y aura encore des contestations de ces résultats des législatives. Et on sait comment ça se passe, on va se rallonger. C'est possible qu'il y ait un glissement. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. La Guinée, on nous a habitués à ça, surtout les politiciens. Je vous dis... Maintenant, si ça arrivait, le président, Alpha-Condé ne pourrait-il pas prétexter de votre cas aujourd'hui? Vous savez, je le disais tout de suite, dans les présidentielles, c'est le choix d'un homme devant... Donc c'est plus facile, vous pensez? Pourvu qu'il n'y ait pas de problème qui fasse que... C'est ça. Alors que les législatifs, c'est... Non, la CENI, on les attend maintenant. On les attend maintenant pour qu'ils nous donnent un chronogramme. Pour les législatives, c'est la première des choses qu'ils doivent faire. Et ensuite, s'atteler au fichier. Il faut qu'ils nous donnent un programme, ça c'est la première activité. Bien. Donc, pour l'instant, rien de clair sur est-ce que les députés de l'UFR resteront à l'Assemblée ou pas, comme on vient de le dire. Ils sont en concertation aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la réponse que nous voulons maintenant et tout de suite. Nous attendrons peut-être demain ou après-demain. Pendant ce temps, on va toujours parler d'Assemblée. Avant justement la fin de votre mandat, il s'est trouvé que au moins vous avez pu mettre sur la table le débat autour du code civil qui était très très archaïque et qu'il fallait revoir, et donc la nouvelle version a été adoptée, sauf que dans sa partie polygamie il y a eu beaucoup de débats. Le président aurait refusé même de promulguer donc, ce code civil, parce qu'on donne le choix aux gens maintenant d'aller vers la polygamie ou ne pas aller vers la polygamie. Il y avait une position des femmes parlementaires, c'était laquelle? Est-ce que c'était une position partagée par toutes les femmes parlementaires, qu'elles soient de l'opposition, la mouvance ou centriste? Et c'était quoi la position? Est-ce que vous étiez contre ou plutôt pour? Merci. Vous savez, c'est ce qu'on a voulu éviter depuis que ce code-là a été voté. Ça fait un débat. On a ouvert la brèche aux gens. Et les femmes, unanimement, étaient contre la polygamie. Donc, au moment du vote, on a décidé de nous abstenir. Toutes les femmes? Toutes les femmes parlementaires. Les 25, on a décidé de nous abstenir. On devait normalement voter contre. Mais vu certaines avancées qui sont là-dedans en faveur des femmes, quand je prends par exemple... Vous voulez dire dans le code? Dans le code, oui. Il y a eu beaucoup d'avancées concernant les femmes. On a dit, si on votait contre, c'est que ces points que nous avons acquis quand même, on a essayé d'effacer ça. Non. Abstenons-nous. On s'abstient et nous avançons nos arguments. Quand on avancera, on va apporter nos observations à la commission des lois, comme on l'a fait avant même le vote. On a envoyé des observations à la commission. Ils ont tenu compte de nos observations, certains, mais au niveau de la polygamie, on ne s'est pas entendu. Donc, voici les points d'achoppement, le point d'achoppement, pourquoi les femmes n'ont pas voté pour ce code-là. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État qui a retourné ce code-là
pour une seconde lecture au niveau du Parlement. Oui, parce qu'il dit que ça fait 40 ans, on fait un retour de 40 ans encore pour revenir encore sur la polygamie. Mais le chef d'État, est-ce que c'est pas du populisme féministe, tout simplement peut-être pour se faire plaire aux femmes, mais en réalité... Il a dit qu'il dédie son mandat aux femmes, aux jeunes et aux femmes. Il est polygame ou pas, je ne sais pas, mais la polygamie, c'était une situation de fait en Guinée. Le président Lansana Conté était polygame, alors que la polygamie était interdite dans la loi. Donc c'est juste pour citer, parce qu'il était la première personnalité du pays, mais vous avez beaucoup de personnalités du pays qui sont dans la polygamie honorable. Chaque jour que Dieu fait, les gens marient 2, 3 femmes, 4 femmes. Donc, mais pendant ce temps, une raison pour laquelle... Est-ce qu'il y avait une nécessité quand même d'adapter cette situation, cette loi-là aux réalités sociologiques? Voilà, mais pourquoi depuis 68 ça existe? Pourquoi alors ne pas maintenir le statu quo si vous dites que personne n'a été suivi, sanctionné dans ce sens-là? Alors maintenons le statu quo. Pourquoi réveiller les morts? C'est-à-dire qu'on devait laisser comme ça? On a laissé le statu quo tel. Non, nous par exemple quand on prend le protocole de Maputo, qui encourage vraiment la monogamie. Au point de vue sur le plan international, ce sont des protocoles que la Guinée a eu à ratifier. La Guinée a ratifié? Oui. Pourquoi ne pas respecter son engagement? Donc peut-être qu'il faut se retirer du protocole de Maputo alors? Non, pourquoi se retirer? Non. Quand on se bat, c'est pour les deux camps. Personne ne peut accepter qu'on partage quelque chose que l'on aime. Quand vous sortez avec madame, cette dame que j'ai vue, les photos, vous sortez. Non, ce n'est pas ça. Dès qu'on dit c'est madame X, c'est pas madame qui va se retourner, c'est monsieur qui va se retourner. Pour voir qui est là. Et quand vous êtes là, vous êtes polygame, elles sont 4 à la maison. La nuit, vous dites au revoir à Mariama, vous dites au revoir à Binta, vous dites Mariama Salematou, et vous prenez Fanta, vous rentrez avec Fanta. Non. Ce que la femme accepte. Nous connaissons tous les problèmes liés à la polygamie dans nos sociétés. Ça, il y a des faits qui existent. Vous le faites, c'est un problème économique. C'est purement économique, surtout quand je prends dans nos villages. C'est un problème purement économique. On dit, je prends beaucoup de femmes. Non, ce que je veux dire, est-ce que l'État peut prendre le risque d'interdire ou de continuer à interdire tant qu'il n'a pas les moyens de réprimer ou sinon de sanctionner? C'est ça aussi la réalité. C'est que vous dites c'est interdit et vous dites si jamais il y a un père de famille, on constate quelqu'un à partir d'aujourd'hui, puisque la loi n'est pas rétroactive, ceux qui ont déjà 4 peuvent continuer, mais à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont outrepasser cette loi... Mais c'est ce qu'on va essayer, voilà les sanctions qui suivent. Quels sont les moyens que l'État peut se Mais c'est de pénaliser, c'est tout. Bon, voilà, quand je prends par exemple, où on dit quelque part, quelqu'un qui met un enfant au monde ne prend pas l'acte de naissance, est pénalisé entre 500 000 et 3 millions. C'est bon de sanctionner parce que l'enfant doit avoir son naissance. Mais on dit entre 500 et 300, mais on dit c'est bon pour effrayer les gens, mais quand même c'est excessif. Nous avons vu ces amendements. On dit quelqu'un... dans le cas de la polygamie. Mais pourquoi pas? Il faut le faire, il faut le faire. D'accord. Donc ce que vous demandez aujourd'hui, vu que le président dit qu'il ne va pas abroger, il est censé la ramener en deuxième lecture. Oui. Et donc vous voulez que si la loi retourne, qu'on revoie et qu'on condamne fermement. Nous allons en discuter. Bien. Et mettre des garde-fous pour que vraiment le texte qu'on va mettre en place soit vraiment respecté. Bien. On verra donc ce qui va se passer dans cette situation. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a plus qui sont pour la polygamie en Guinée que contre. Mais comme les femmes... Mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Non, il y a un problème. Moi, justement, mon problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une question de pratiques séculaires, multiséculaires. Non, je demande votre sentiment. Je demande votre sentiment. J'ai écouté le sentiment de Penda tout de suite qui a dit que lui, il est pour la monogamie, il nous soutient. Ah, la monogamie? Oui. Madame m'écoute. Mon sentiment? Faut pas hésiter. Bon, je suis pour la monogamie. Ah, merci. Voilà. On peut faire le débat dans le couloir. Ah, non. Voilà, donc notre téléspectateur, on va aller dans la partie pause de cette émission et juste derrière on se retrouve pour continuer notre débat. A tout de suite.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité aujourd'hui honorable Aïssata Daffé. Elle est membre du bureau exécutif national de l'UFR et vous l'avez compris, dans la première partie nous avions parlé de la prorogation de leur mandat par le président de la République. Est-ce que les députés de l'UFR vont rester ou pas? Vous l'avez compris, malgré l'insistance, pour l'instant l'UFR est en train de réfléchir là-dessus. Elle nous a parlé de cette réunion qui a été en cours aujourd'hui et donc ils n'ont pas encore adopté une position là-dessus. Et pendant ce temps, nous avions parlé du code civil et de sa partie débat autour de la polygamie. On va rester un tout petit peu sur cette question de code civil, honorable. Autre chose aussi, c'est-à-dire que si à l'Assemblée, les hommes n'ont pas pu voter contre la polygamie, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont, la majorité des députés à l'Assemblée sont polygames? Quand je prends Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, il est polygame, ça se voit. Kouri Kondiano, il l'est. Damaro, il est polygame. La plupart sont des polygames. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils étaient dans une situation difficile? Lorsqu'on a... Peut-être que si on n'avait que des jeunes députés aujourd'hui, peut-être que ça aurait été facile avec vous, pour vous de voter contre la polygamie, mais avec des... voilà, que des députés polygames. Est-ce que c'est pas ça qui est lorsqu'on a cité certains cas dans la salle, on a crié envers les femmes, vous êtes hors sujet. Ah, dès que vous avez dit ils disent que, non, que nous sommes hors sujet. Et d'autres même ont eu à nous dire, vous allez voir, si l'affaire de polygamie là, ça passe, vous allez voir si votre... Si c'est bloqué, si c'est condamné, vous allez voir si votre loi sur la parité va passer ici. Vous voyez des menaces comme ça? C'est pour vous dire quelque part que ces hommes... Donc ils sont dans une position difficile. Oui, effectivement. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils sont polygames. Mais vous parlez des jeunes, même il y a des jeunes là-bas qui étaient pour ça. Mais il y a des jeunes députés. Mais il y a d'autres, par contre, qui nous ont soutenus. Qui nous ont soutenus. Des hommes députés qui nous ont soutenus pour la monogamie. Donc, ce n'est pas l'ensemble qui était contre. En tout cas, pour terminer là-dessus, je pense que est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un véritable débat? Parce que c'est un phénomène en même temps qui trouve ses origines dans la sociologie même de nos sociétés, la tradition et tout, et qu'il faut ouvrir un sérieux débat. Je vais vous dire, le vendredi passé, dans les mosquées, ceux qui ont été, le débat c'était sur ça. Oui. Moi j'étais à la mosquée de Forikaria. Je comprends. Oui, le débat. Au-delà des mosquées, dans les milieux intellectuels, universitaires, aussi au Parlement, bien sûr. Ainsi de le jour même où le code devait passer, on a reçu beaucoup d'ONG féminines qui étaient là présentes pour en débattre avec les hommes. Et sont venus, ils ont apporté leurs observations qu'ils ont distribuées à tous les députés. Elles étaient là pour convaincre les hommes. Voilà. Bon, malheureusement, on attendra une fois encore la phase de la... comment on appelle ça? Deuxième lecture de ce code. Et vous avez parlé de parité. Oui. La loi sur la parité. Oui. Alors, est-ce que dans cette partie-là, elle vous a avantagé ou là aussi vous êtes déçu là-dessus? On a parlé aussi de la succession, de l'héritage, le choix du milieu de résidence. Non, dans ça, donc par exemple, pour désormais, lorsque le mariage se fait, l'acte de mariage, on remet ça à la femme. Et le livret familial à l'homme. Donc ça, c'est déjà une avancée. Ensuite, pour la garde de l'enfant. Oui, avant, c'était jusqu'à l'âge de 7 ans. À partir de 7 ans, l'homme récupère l'enfant. Mais maintenant, la garde de l'enfant peut être partagée entre les deux.
Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il y avait sur le lieu, le lieu, non, ça, on n'en a pas parlé. Okay. Parce que même dans l'ancien code, il est dit que si le lieu de résidence que l'homme a choisi n'est pas propice pour la femme, c'est-à-dire au point de vue santé, beaucoup de choses, vraiment, la femme peut proposer aussi pour qu'il puisse changer de domicile. Voilà. Bien. Et on va passer ainsi à cet autre sujet. J'ai parlé des partis politiques non alignés qui se sont réunis, qui se sont retrouvés cette semaine. Et au nombre de ces partis, il y a bien sûr l'UFR, dont Honorable Daffé est un membre, et le PEDN de Lansana Kouyaté, le PADES de Ousmane Kaba. Baouri également y était en tant que vice-président en conflit avec l'UFR en ce moment. L'UFDG, j'allais dire, pardon, l'UFDG, et animateur national du mouvement Le Renouveau, et bien d'autres partis politiques a-t-on annoncé à cette réunion. Le but, selon vous, c'était quoi? D'ailleurs, certains ont dit qu'il y a un bloc qui est en train de se former autour de Sidya Touré. C'est quoi l'intention de l'UFR dans cette démarche aujourd'hui? Non, vous voyez, les gens, ils se prononcent avant d'entendre même les acteurs. Vous avez suivi le chargé de communication du PDN hier dans une radio où il a été clair. Il dit pour le moment, on n'a pas fait de choix, dire on est autour de nos noms. C'est les préliminaires. La toute première rencontre. La première rencontre d'échanger et voir les différentes visions. Bien. Moi, je crois que c'est une qui va y respirer. Lorsqu'elle a vu ces images, ça peut être la présidente des femmes du PADES, Tenenke Djoubaté, qui, dans tous ces passages dans l'émission Bounting que je suis souvent aussi, où elle a toujours demandé à ses leaders qui étaient présents, vraiment de se retrouver pour faire une troisième force. Parce qu'ils se disent, tous les partis politiques qui ne se reconnaissent pas à la mouvance ou à l'opposition républicaine, qu'ils se retrouvent pour constituer un bloc. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas encore mis en place, mais c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et donc, l'objectif c'est quoi? Parce que quand on regarde, je l'ai dit hier avec Baouri, les profils qu'on voit, c'est des gens soit qui ont travaillé à un moment donné avec Alpha Condé, après ils ne se sont pas entendus, ils sont venus à l'opposition, puis maintenant ils ont quitté, je veux dire l'opposition républicaine, maintenant ils l'ont quitté, ou sinon ils ont commencé à être avec Cellou Dalein Diallo, après les élections législatives, dans une opposition, après ils l'ont quitté, ils sont allés à la mouvance, maintenant ils ne sont plus là-bas. Donc actuellement non alignés. Donc le but c'est quoi? C'est d'amener l'opinion à tout simplement faire une rupture avec la démarche et de l'opposition républicaine incarnée par Cellou Dalein Diallo et de la démarche de la mouvance incarnée par Alpha Condé. Est-ce que c'est ça le but? Et de dire oui, l'alternance, l'alternative pour l'alternance, c'est nous qui sommes dans ce nouveau bloc politique. C'est ça la visée de cette démarche-là? Je crois qu'ils ont été clairs. Ils ne sont pas, ceux qui ne sont pas de ces deux bords se retrouvent. Il faut briser cette glace-là. Briser cette glace pour dire que nous aussi nous comptons dans le débat politique. Nous aussi nous comptons. Parce que des personnes comme Sidya Touré, comme Lansana Kouyaté, comme Ousmane Kaba, comme Badiko, le BL même était représenté, et tant d'autres, on ne peut pas les ignorer sur la scène politique guinéenne. Absolument. Donc ils se disent quelque part, retrouvons-nous, peut-être qu'on peut proposer autre chose à la Guinée, à la population guinéenne, que ce qu'on a vu jusque maintenant. Bien. Et ça pourrait être une force obstacle, une sorte d'obstacle à l'autre côté de l'opposition, je veux dire l'opposition républicaine. Mais pas force. Les gens s'attendaient aujourd'hui à une dynamique de retrouvailles, non, vous de savez, globalisation dans l'opposition. Vous savez, nous sommes en politique, hein. Nous sommes en politique. Tu viens de le dire que les choses changent à tout moment. Les bords changent à tout moment. Mais en s'engageant dans une dynamique, il faut aller avec conviction. Dire je m'en vais, c'est pour réussir. Notre objectif, parce que d'autres aussi pensent que c'est déjà un bloc mort-né. C'est le souhait de certains aussi. Mais ça dépend
de la volonté politique de tous ceux-là qui se mettent ensemble aujourd'hui. Et vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait cette position? Mais c'est indispensable. C'est indispensable. La vie, elle est vide de contradictions. Ça veut dire que nous revenons à cette traditionnelle ce scénario traditionnel de centriste que le défunt Jean-Marie Touré a eu à un moment donné avec certains autres leaders comme celui qui est maintenant le ministre je crois, des Transports. Et c'est un peu ce qui revient encore là. Pas forcément ce bloc de centristes. Non, ce n'est pas le même cas. C'est le même cas ici. Ces gens-là, on dit que les deux groupes ont peut-être des critères que eux, ils ne peuvent pas accepter. Bien. Donc, ils se disent, mettons-nous ensemble. Si on a les mêmes visions, qu'on se regroupe et voit ce qu'on peut faire aussi. Bien. Ce qu'on peut proposer à la Guinée. Bien. Voilà. Et c'est à voir si peut-être, puisque les législatives arrivent, si vous créerez une alliance et vous allez vers ces élections, on verra bien. Et pour terminer, en une minute, comment vous pouvez faire votre bilan de député, de femmes politiciennes du gouvernement Kassory en 2018, même s'ils n'ont fait que 8 mois. Mais il est passé à l'Assemblée, vous étiez là, il a fait son discours de programme ou discours de politique générale, il a décliné des visions, partage de la croissance, emploi, lutte contre la corruption, ainsi de suite. 8 mois ou 9 mois après, qu'est-ce que vous retenez de ce gouvernement Kassory et de lui personnellement, Kassory? Moi, je ne jugerai pas la personne, je vois les actes. Bon, pour ce qui est de ma seule préoccupation, c'est la lutte contre la corruption. C'est ma préoccupation principale. Sur ce terrain, quel bilan vous ferez à Kassory ou à son Non, sur ce côté, je suis un peu dessus. Bien. Sinon dire que je suis dessus, parce qu'à son arrivée, vous savez, avec l'allure avec laquelle il est arrivé, avec le cas de Paul Moussa Diawara et celui de l'OGC, tout le monde a dit, ah, peut-être nous sommes arrivés au bout du tunnel. Avec lui, ça pourra continuer. Mais, en fait, depuis ça, on n'a rien entendu d'autre. Et je crois qu'il doit se réveiller dans ce sens-là. Donc, sur le terrain de la lutte contre la corruption, il vous a déçu sur ce terrain? Sur ce terrain. Il n'y a pas de raison. Non, c'est sa partie surtout, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que ce qui se passe à tous les niveaux, il faut sanctionner. Bien. Il faut sanctionner. L'impunité existe chez nous. Absolument. On a parlé de ces deux personnes-là et après... Et rien d'autre. Rien d'autre. Et donc, pour vous, ça assombrit complètement le tableau? Oui, non, ça c'est vraiment... Parce qu'il nous a donné de l'espoir que vraiment les choses vont changer dans ce sens-là. Et parce que tout ce qu'on peut récupérer du côté de la corruption, je vous jure, si on évalue ça, ça pourrait servir de budget pour beaucoup de départements ministériels. Bien. Voilà donc, ainsi prend fin cette émission. On a déjà ce que vous retenez de ce bilan de Kassory en quelques mots, rien qu'en prenant comme exemple la lutte contre la corruption. Là, en 30 secondes, vous adressez à ces militants de l'UFR qui vous regardent et tous ces téléspectateurs en termes de messages, peut-être aussi à l'endroit du président Alpha Condé, puisque nous sommes au début d'une nouvelle année en ce qui concerne les attentes pour un véritable changement. Merci pour ceux qui est des militants de l'UFR et du président du parti, M. Sidya Touré. Je leur souhaite une bonne et heureuse année, que cette année nous apporte la santé, la prospérité et plein succès dans les prochaines consultations pour notre parti. Au chef de l'État, je le remercierai d'abord au nom du Forum des femmes parlementaires, le fait de ramener le code civil pour la deuxième lecture et que notre loi sur la parité que les femmes ont eu à introduire devait être passée pendant cette session budgétaire mais qui n'a pas été programmée. Nous voulons son soutien pour que cette loi sur la parité puisse voir le jour en Guinée aussi, comme au Sénégal, au Rwanda, en ne donnant qu'exemple sur ces deux pays. Vraiment, nous avons besoin de cette loi sur la parité. Nous avons besoin de leur soutien, de son soutien et le soutien de tout le gouvernement. Je vous remercie. Voilà. Merci donc, Honorable. Merci d'être passé. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir pour moi de vous avoir tenu compagnie et portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.